Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Quotidien TV. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la vie d'un élu local. Le domaine de la politique est quelque chose de compliqué. On parle toujours du gouvernement, on parle des élus nationaux, mais on parle très peu des élus locaux. Bonjour Gérard Prudhomme. Bonjour. Alors, un élu local, on est heureux de vous accueillir. Un élu local, ça regroupe beaucoup de choses. Vous êtes actuellement maire adjoint honoraire de Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes ancien conseiller départemental de Seine-Saint-Denis également. Vous avez été premier adjoint au maire de Livry-Gargan. Vous avez été candidat au sénatorial en 2017, on y reviendra. C'est l'idée d'être un élu local, c'est de glaner plusieurs mandats. C'est quoi? Comment vous définissez ce rôle? Bien, écoutez, je dirais que c'est inné un peu. Moi, j'ai toujours été intéressé par la chose publique. Très tôt, je me suis engagé en politique puisque en 1968, c'est le hasard du calendrier, j'ai adhéré à l'Union des jeunes pour le progrès, qui était le mouvement des jeunes gaullistes. Je côtoyais à cette occasion le député-maire de Bois-Colombes, où j'habitais à l'époque, et de fil en aiguille, et de campagne électorale en campagne électorale, et par un besoin aussi de rajeunissement de son équipe municipale, il m'a demandé de figurer sur sa liste, et j'ai décroché donc mon premier mandat électif en 1971. Donc vous aviez une vingtaine d'années. Est-ce que c'est parce qu'on vous l'a demandé ou est-ce que vous aviez en vous ce besoin d'aider, de participer? Bon, je vais vous dire, on va être franc, il y avait un besoin, je dirais, des deux côtés. Je vous ai indiqué tout à l'heure que le maire de Bois-Colombes avait un besoin réel de rajeunir son équipe, d'ailleurs qui s'était allégé au cours du mandat précédent de 5 décès. Et ensuite, j'avais envie effectivement de voir les choses de près. Comment vous voyez ça à l'époque? Est-ce que vous aviez déjà voté? Est-ce que dans votre famille, on s'intéressait à la politique? Est-ce que vous aviez déjà des convictions avant même de faire vos premiers pas d'élu? Alors oui, bien sûr, j'ai adhéré, je vous l'ai dit, aux jeunes gaullistes. J'avais une admiration pour le général de Gaulle. J'aurais pu adhérer aux jeunesses communistes, mais bon, c'était mon choix à l'époque même. Qu'est-ce qui a fait la bascule du coup? Vous savez, on était, je vous ai dit, en 1968, on était en pleine guerre froide. On nous opposait le modèle capitaliste au modèle soviétique communiste. Le modèle soviétique communiste ne me convenait pas du fait que maintenant tout le monde le sait, plus personne ne le conteste, que c'était un régime dictatorial, même si c'était au nom du prolétariat et pour le bien-être de la classe ouvrière. Donc, par un souci de liberté, de préserver l'économie de marché, j'ai préféré me ranger justement dans le camp opposé à ce que nous proposait le Parti communiste. Alors pourquoi je vous parle du Parti communiste? C'est parce que avant d'entrer dans l'arène politique, il y avait eu des discussions homériques au lycée avec précisément des jeunes qui étaient membres des jeunesses communistes. Voilà. Quand vos premiers pas alors à Bois-Colombes, ça se passe comment? On vous demande de faire quoi? Vous proposez Bon, là aussi, je vais être franc avec vous. Vous savez, quand on prend des jeunes, je vous ai dit, pour rajeunir évidemment, la mode n'était pas encore à la parité, mais il fallait quand même prendre quelques femmes. Donc, il fallait faire un ravalement de façade. Donc, grosso modo, quand on arrive, c'est assieds-toi là et tais-toi. Voilà. Simplement, on était un peu, je dirais, regardez, moi j'ai pris des jeunes. Alors, vous avez continué, puisque vous avez eu de nombreux mandats, mais qu'est-ce qui a fait justement que vous n'avez pas abandonné? Qu'est-ce qui vous a motivé à continuer si on ne vous donnait pas la parole, si je comprends bien? Justement, alors, je n'ai pas forcément accepté de devoir me taire et surtout de fermer les yeux. Il y avait une situation dans cette mairie, une situation, je parle au niveau de la gouvernance, où finalement, c'était plutôt le cabinet, mais c'est loin d'être un cas isolé, qui dirigeait la mairie et
les conseillers municipaux étaient là un peu pour avaliser. Encore une fois, je ne veux pas critiquer la gestion de Bois-Colombes, c'était une situation à peu près comparable dans beaucoup de communes, sauf dans les très grandes villes. Et puis, il faut savoir aussi qu'à l'époque, les conseils municipaux n'étaient pas pluralistes comme ils le sont aujourd'hui. La liste qui arrivait en tête raflait tous les sièges, ce qui fait qu'il n'y avait aucune opposition à la municipalité. Je vais évidemment pas comparer ça à une dictature, mais on n'était pas très dans la démocratie, ça que vous voulez dire? Oui, absolument. Oui. Mais vous savez, encore une fois, ça perdure aujourd'hui. J'ai vu il y a quelque temps que, je ne sais pas l'initiative de qui, mais un collectif avait été créé pour comment dénoncer l'esprit dictatorial de certains maires. Mais ça, on ne pouvait pas le dire ouvertement. On peut toujours le dire, moi je l'ai dit, d'ailleurs pour manifester mon mécontentement, en 1976, j'avais déposé ma candidature à la candidature contre le maire de Bois-Colombes qui était conseiller général sortant. Donc c'était l'élève qui dépassait le maître? C'était vous essayiez de tuer le père? Bon, non, pas du tout, loin de moi cette idée-là. Mais vous savez, quand on est jeune, on est un peu innocent. Et effectivement, il y a des gens qui venaient me susurrer dans l'oreille des choses que beaucoup pensaient tout bas. Moi, j'ai eu la maladresse ou l'innocence de le dire à haute voix. C'est sûr que ça n'a pas plu. Et pour terminer sur cet épisode, en 1977, le maire de Bois-Colombes m'a remercié gentiment de ma participation. D'accord. Voilà. Et vous a montré la porte de sortie? Exactement. D'accord. Et c'est à cette période-là que vous vous êtes retrouvé. Comment, on va dire, vous avez traversé Paris? Vous êtes. Non, entre-temps, bon, je vous ai dit, j'ai été élu la première fois à 22 ans. Un mandat de municipal, c'est déjà 6 ans. Et entre-temps, je m'étais marié. Et il se trouve que mon ex-épouse, malheureusement, était originaire de Livry-Gargan. Et c'est comme ça, vous savez, les femmes apprécient de se rapprocher de leur mère. Et donc, j'ai quitté les Hauts-de-Seine pour m'installer en Seine-Saint-Denis. Sur ce point-là, précisément, je vais vous laisser responsable de vos propos. Donc, vous avez eu une sacrée vie politique à Livry-Gargan. On y reviendra. Je voudrais vous parler du contexte national actuel. Vous êtes retiré, si j'ai bien compris, de tous vos mandats, donc vous avez du recul par rapport à tout ça. La situation politique actuelle, voire même depuis quelques années, comme ça, à brûle pour point, quel est votre regard, votre jugement là-dessus? Bah, écoutez, je vous mentirais si je ne vous disais pas qu'à mon avis, la situation politique se dégrade. Elle se dégrade pourquoi? Parce que je pense que ça tient à un changement de société ou une évolution de la société avec sans doute un développement de l'individualisme et aussi, paradoxalement, à une absence de véritable enjeu idéologique. Je vous parlais tout à l'heure des années 70, où il y avait, je dirais, bloc contre bloc. D'un côté, vous aviez le modèle communiste, de l'autre côté, vous aviez le modèle capitaliste. Aujourd'hui, avec la chute du mur de Berlin, tout cela est tombé aussi. Bon, alors aujourd'hui, vous avez un bloc central, grosso modo, qui est ce qu'on appelle les partis de gouvernement. Il y en a un qui est un peu plus à gauche et un autre un peu plus à droite, qui sont les thèmes habituels qui constituent la frontière entre la droite et la gauche. Mais et c'est une bonne chose parce que dans une démocratie, il doit y avoir une alternance. En France, c'est moins vrai, ça, depuis quelques années, depuis l'arrivée du président Macron. Il y a moins cette notion rose-bleu, gauche-droite. Les cartes sont un peu rebattues. J'allais y venir. C'est la raison pour laquelle j'avais rejoint le président Macron en 2017. Les premières années, on a pu penser que, effectivement, les blocs gauche-droite allaient disparaître.
Le seul bienfait, c'est qu'effectivement, des gens de centre droit et des gens de centre gauche ont accepté de travailler ensemble. C'est ce qu'on appelle le fameux en même temps. Et En même temps, le Premier ministre d'aujourd'hui a été membre du Parti socialiste, je crois même. Gabriel Attal. Voilà, je crois même que M. Macron, dans son jeune temps, a également été un temps membre du Parti socialiste. Mais on a très bien vu, en particulier à la faveur de la discussion et du vote de la loi immigration, que les anciens clivages ont réapparu. Et à la limite, vous savez, c'est une tradition dans la politique, pas seulement française. Vous retrouvez le même clivage dans les démocraties, que ce soit en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, où alors là, à mon avis, ça se dégrade de manière plus préoccupante qu'en France et en Europe en général. À côté de ce bloc, ça c'est peut-être l'inconvénient qu'aujourd'hui la différence se fait moins sentir, vous avez un développement des extrêmes, comme on dit, que ce soit à gauche avec LFI ou à droite avec le Rassemblement national et surtout avec Reconquête d'Éric Zemmour, qui dit à haute voix ce que le Rassemblement national n'ose pas dire dans un souci de respectabilité. Cette situation, elle est préoccupante parce qu'il y a beaucoup de partis, chacun a le droit de s'exprimer, il y a la montée des extrêmes et on voit surtout que le contexte social est difficile. On voit aussi que les électeurs respectent de moins en moins les institutions. Le président Macron se fait régulièrement chahuter quand il est dans un contexte public. On n'avait pas ça il y a encore une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui fait que la situation se dégrade ? Est-ce que c'est la mondialisation qui entraîne tout ça ? Est-ce que, au niveau du respect des institutions politiques, c'est le fait que les gens s'exposent trop ? Je vous pose plusieurs sujets en même temps. Je voulais avoir votre regard là-dessus. Je vais essayer de faire le tri. La mondialisation, non. Je pense que la mondialisation peut avoir des effets, et a même des effets sur le plan économique, sur le plan, je dirais, de l'évolution de la société. Mais sur le plan politique, je ne pense pas. Si je vous dis comme ça, brûle pour point, mon sentiment, je dirais qu'en ce qui concerne notamment, on ne respecte plus ni les institutions, ni les personnes qui incarnent les institutions, c'est une perte de repère d'autorité. Les gens ne sont plus habitués à avoir de l'autorité, et je dirais même que ça commence même à la base, puisque beaucoup déplorent la perte de l'autorité parentale. C'est sûr que lorsqu'il n'y a plus d'autorité parentale, c'est-à-dire à la base de la vie, c'est difficile ensuite d'inculquer des valeurs, etc., etc. Mais aussi, les hommes politiques sont peut-être un peu responsables de cette situation. On va prendre deux exemples. Quand le président Sarkozy se fait interpeller par quelqu'un qui est mécontent de sa politique, qu'on lui répond « casse-toi, pauvre con », les gens sont un peu surpris. C'est lui qui a prononcé cette phrase. Oui, c'est le président Sarkozy. Ouais. J'ai entendu lors du salon qui a été un peu troublé, qui a eu lieu au début du mois, au salon de l'agriculture, quand j'entends aussi le président Macron s'exprimer, sans doute parce que ça fait s'exprimer cash et tout, vous savez, ma grand-mère avait coutume de dire, en parlant des hommes politiques, mais eux, ils ne sont pas comme nous, ils parlent en lettres majuscules. Non, en fait, ils parlent comme nous. Mais s'adresser comme ça en public, j'ai entendu dire, oui, si on continue comme ça, on va se casser la gueule, enfin, etc., etc. Les gens à tutoyer, par exemple, aussi. Donc, ça, c'est mon point de vue. Mais je pense que c'est
Globalement, c'est une évolution de la société. Alors, je ne connais pas assez bien la situation de nos voisins en Grande-Bretagne ou en Allemagne pour savoir si le même phénomène se produit. Bien. Vous êtes optimiste? Par nature, c'est un reproche que me faisait mon épouse, que je suis toujours optimiste et rêveur. Ça reste une qualité. Hein. Oui, moi je pense que c'est une qualité. Maintenant, vous savez, c'est l'évolution de la société. Je vais revenir au niveau local. Donc, combien d'années à Livry-Gargan 33 ans. 33 ans. Dont 27 ans dans l'opposition. Ça vous y tenez? Oui, parce que finalement, j'en ai un meilleur souvenir que les 6 ans dans la majorité. Vous étiez présenté sous quelle étiquette? Je ne vous ai pas demandé. En 2014 ou en général? En général. Alors, si vous voulez, moi, je vous ai dit que j'ai adhéré à l'Union des jeunes pour le progrès. J'ai toujours conservé, on va dire, une philosophie politique gaulliste. En revanche, je me reconnais pas du tout aujourd'hui dans les gens qui se prétendent les héritiers du général de Gaulle. Mais j'ai toujours été plutôt dans le pôle centriste, du juste milieu. Donc, sous le président Giscard d'Estaing, j'ai rejoint l'UDF et ensuite, successivement, j'ai appartenu aux différentes familles politiques centristes. Donc, oui. Pardon, je vous laisse terminer. Donc, en 2014, nous avions constitué, avec les partenaires gaullistes qui, à l'époque, s'appelaient l'UMP. Enfin, ce n'était pas vraiment les partenaires gaullistes, puisque l'UMP est une formation qui a été créée pour le président Parr et pour le président Chirac. Pour le président Chirac, après sa réélection triomphale de 2002. Et donc, il y a regroupé l'ancien RPR, qui était la formation gaulliste, et une bonne partie de l'UDF. Mais en ce qui me concerne, moi, je n'ai pas rejoint l'UMP et je suis resté au sein de la famille UDF. Alors, parlez-moi de cette notion d'opposition. Vous disiez que c'était là que vous étiez le plus plu au conseil municipal de Livry-Gargan. Pourquoi ça vous plaisait d'être un opposant ? Alors, je ne dirais pas que ce qui me plaisait d'être un opposant pour un opposant et d'être contre tout. D'ailleurs, je pense, vous savez, dans un conseil municipal, on aborde souvent des questions du quotidien. Donc, il y a des orientations, en particulier en matière d'urbanisme, qui peuvent effectivement être plus politiques, ou des choix budgétaires. Donc là aussi. Et ce qui m'intéressait surtout, pour répondre à votre question, et on revient peut-être au début, c'est le débat politique, la confrontation des idées. Par exemple, pourquoi j'avais souvent avec l'ancien maire de Livry-Gargan, l'ancien champion du monde de patinage artistique Alain Calmat, j'avais souvent des controverses sur l'opportunité d'augmenter ou pas augmenter les impôts. Et il se trouve que Alain Calmat considérait que pour augmenter les impôts était une assurance tout risque pour sa réélection. Malheureusement, quand vous n'augmentez pas les impôts et vous êtes confronté à un certain nombre de dépenses nécessaires, au bout d'un moment, on n'arrive pas à boucler les fins de mois. On n'arrive pas à boucler les fins de mois. Donc, on avait des controverses sur ce plan-là, mais c'était des controverses, je dirais, politiques, des choix. À aucun moment, c'était des oppositions de personnes. Il n'y avait pas d'animosité. C'était de l'échange constructif pour des problèmes très concrets pour les citoyens de la ville. Quand est-ce que vous avez arrêté cette vie politique à Livry-Gargan, cette implication ? Je l'ai arrêté en 2020, mais bon, alors les choses après 2014 se sont un peu compliquées avec le maire en titre sur… Pierre-Yves Martin. Oui, c'est effectivement lui dont vous parlez, parce que, bon, on n'avait pas la même conception de la gouvernance. Et si je comprends bien, l'opposition était plus difficile avec M. Martin qu'avec M. Calmat.
Non, on n'a pas eu une opposition frontale avec Pierre-Yves Martin. On a eu une opposition sur le mode de gouvernance. Puisque vous me posez directement la question, disons que donc le maire actuel s'est entouré de personnes non élues, et au même titre qu'à Bois-Colombes, j'ai toujours pensé que c'était aux élus de prendre les décisions et non pas à des membres du cabinet. Donc, c'est sur ce plan-là, mais avec le maire actuel, là, dont vous parlez, on avait une charte en 2014 qui constituait le contrat de mandature. Une partie de ce contrat a été mis en œuvre à partir de 2015, parce que vous savez, quand on prend la suite d'une municipalité qui n'a pas été reconduite, dans les premières années, on est un peu contraint de continuer ce qu'ils ont commencé. Donc moi, j'ai coutume de dire, le mandat d'une municipalité qui prend la suite d'une municipalité non reconduite n'est pas un mandat de 6 ans, mais un mandat de 4 ans. Donc, ensuite, nous avons commencé à mettre en œuvre certains points de notre charte municipale. Donc, il n'y avait pas, si vous voulez, de divergence de fond. La divergence, elle est née d'une conception de la gouvernance que pour moi, et un certain nombre de collègues d'ailleurs, nous avons jugé inadmissible. D'ailleurs, il y a même quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Jean-Sébastien Rouchet. Le producteur de notre émission. Tout à fait, qui était adjoint au développement économique. Lui aussi a vu son action entravée par une personne non élue, mais il en a tiré, lui, les conséquences, il a démissionné. C'est ce qu'on appelle les coups bas de la politique, qui peuvent se jouer aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Ah ben absolument, absolument. Mais ça ne reste qu'une somme d'êtres humains avec les travers, les jalousies, les égos. Vous savez, j'ai coutume de dire, un homme ou une femme, c'est pas parce que son tas de bulletins de vote, il sera plus élevé que celui du ou des concurrents, que ça va lui changer le caractère. Je comprends. Vous pourriez reprendre du service un jour ? Je me permets de vous demander votre âge. Oui, alors j'allais vous le dire. Bon, écoutez, on a coutume de dire Fontaine, je ne bourrai pas de ton eau. Je vous ai dit que j'avais été élu très jeune, donc aujourd'hui j'ai 75 ans, j'en aurai même 76 au mois de juillet. Donc les prochaines échéances sont locales, c'est en 2026. J'en aurai 77 si je suis encore là. Donc je pense qu'à un moment, il faut un temps pour tout. Place aux jeunes ? Encore une fois, bien sûr, place aux jeunes. Remarquez, on l'a fait, place aux jeunes, en 2014. Je ne suis pas certain si le choix était judicieux. C'est une belle flèche que vous décochez quand même. Bon, ce n'est pas une flèche. Vous savez, quand on fait des choix à un moment donné, vous faites toujours des bons choix, vous. Ah non, on est tous, voilà. Ce que je vous disais, on est tous des êtres humains. Ben voilà, donc à un moment, on peut se tromper. Vous savez, même si je vous raconte une anecdote, en parlant du maire actuel, il y a même quelqu'un qui... puisque, alors là, je ne veux pas dire si je suis d'accord sur le fond ou pas, parce que forcément, quand vous êtes décisionnaire, vous prenez des décisions qui ne plaisent pas à tout le monde. Et le jour, je discutais avec quelqu'un qui était mécontent de son action, qui m'a dit, mais en rigolant, il m'a dit, mais tout ça, c'est de votre faute. J'ai dit, comment ça? Il me dit, ben oui, vous l'avez biberonné. Je dis, écoutez, j'avais peut-être un biberon, mais je n'avais pas de boule de cristal. Donc, on parlait de votre expérience à Bois-Colombes où je suggérais que vous aviez tué le père. Là, est-ce que c'est dans l'autre sens ? Oui, on peut dire que c'est plutôt dans l'autre sens. Mais enfin, là aussi, je dirais, vous savez, c'est traditionnel. Vous voudriez qu'il entende vos propos ? Est-ce que, par exemple, vous lui enverrez notre émission quand elle sera diffusée ? Écoutez, là, comme je fais habituellement lorsque je fais une déclaration, et depuis que j'ai quitté le conseil municipal, je me suis... Sauf en occasion très exceptionnelle, je me suis abstenu de tout commentaire. Donc, cette émission, elle sera publiée sur le site Facebook. Il regardera ou il ne regardera pas.
Ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Et vous pensez qu'il va regarder? Je pense, oui. Les prochaines élections, les Français seront appelés aux urnes très prochainement, au mois de juin, si ma mémoire est bonne, pour les élections européennes. On parle beaucoup de la montée des extrêmes. De votre point de vue, peut-être même de citoyen, est-ce que ça vous inquiète? Bien sûr, ça m'inquiète. Maintenant, faut pas non plus se faire peur. Je vais vous prendre un exemple. Il y a toujours eu, à l'intérieur des deux blocs, une gauche soft, une droite soft et une droite radicale. Alors effectivement, vous avez, je parle concernant le Rassemblement national. Reconquête, c'est autre chose. Maintenant, le Rassemblement national, pour le moment, s'est lancé dans une opération qu'on appelle, je ne sais plus comment, notabilisation, ou enfin, et il s'efforce d'ailleurs, vous le voyez, avec la tenue exemplaire, sauf un qui a dérapé une fois, mais la tenue exemplaire de ses députés à l'Assemblée nationale. Maintenant, quand on veut conquérir le pouvoir dans un système démocratique, il faut se donner une bonne image. Qu'en adviendrait-il demain s'ils étaient majoritaires? On peut se poser les questions quand on connaît l'origine quand même de cette formation politique. Je vais quand même prendre une comparaison. C'est celle de l'Italie, avec Giorgia Meloni. Bon, elle a été élue à peu près dans les circonstances que vous savez, en tant que représentante de la gauche radicale, avec des intentions de lutter contre l'immigration, etc., etc. Toute l'Europe s'est inquiétée, puisqu'elle n'hésitait pas à réaffirmer son admiration pour le fascisme de Mussolini. Ça fait 18 mois qu'elle est au pouvoir. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que son gouvernement a pris des décisions qui vont à l'encontre de la démocratie. Elle ne s'est pas attaquée à l'indépendance de la presse, elle ne s'est pas attaquée à l'indépendance de la justice. En revanche, ça a été fait dans d'autres pays de l'ancienne Europe communiste, en Pologne et en Hongrie. Mais pour le cas de l'Italie, vous savez, bon, personnellement, je ne voterai pas, je n'encouragerai pas à voter pour le Rassemblement national. Mais il ne faut peut-être pas non plus se faire peur au-delà de mettre en avant une vigilance de tous les instants, notamment dans les domaines de liberté de la presse individuelle, etc. Mais en tout cas, il ne faut pas négliger tout ça. Je vous pose une dernière question parce qu'on est très en retard et en même temps, la discussion est passionnante. Vous avez, on peut le dire, consacré votre vie à la citoyenneté, au domaine public. On ne l'a pas dit, vous exerciez le métier de conseiller juridique en assurance. Donc, les assurances, on voit ça comme un domaine un peu privé, capitaliste. Comment vous avez géré, Oui. on parlait d'opposition, d'antagonisme peut-être entre les deux secteurs, très très rapidement? Alors, très rapidement, alors déjà on vous a mal renseigné, j'ai effectivement été juriste dans l'assurance, mais ça ne tenait pas qu'à l'assurance, c'était simplement dans l'exécution d'un contrat d'assurance, notamment des garanties de responsabilité civile et ensuite de protection juridique. Donc toute la partie finance, enfin, etc., même évaluation des risques, ça n'a jamais été de mon ressort. Moi, j'étais, comme on l'appelle ça ailleurs, dans le service après-vente, c'est-à-dire, vous savez, quand on s'assure, on veut se garantir contre un risque, le risque se réalisait et il fallait l'indemniser dans le cadre de l'application d'une garantie d'assurance. C'était passionnant. On aurait voulu avoir plus de temps. Vous reviendrez? Oh, ben écoutez, c'est la deuxième fois que je viens. Alors, comme on dit, jamais 203. Vous viendrez nous dire si le maire actuel de Livry-Gargan a vu l'émission? Ben écoutez, j'ai pas moyen de le savoir. On lui demandera. On l'invitera peut-être. Pourquoi pas? On l'invitera. L'invitation est lancée. Je n'en doute pas que, vous savez, c'est un bon débatteur. Bon, eh bien, on verra ça.
Je remercie Stanislas Fontaine, gérant de l'entreprise Cargo, ici à la Garenne-Colombe, tout près du secteur de la Défense, qui nous accueille dans ses locaux, dans ce joli garage. Je remercie Jean-Sébastien Rouchet, votre ami, on peut le dire, d'Atoucam, et Patrice Batman de Griffe Productions qui produisent l'émission. Évidemment, Élise Desbois, qui nous rend beau, grâce à son talent de maquilleuse. Et bien sûr, Cyril Bartholomé à la réalisation. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de Mon Quotidien TV.